Il est devenu le plus jeune conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre à tout juste 18 ans. Une première injection du virus de la politique, mais Yvan Verhofstadt préfère se lancer dans l'entrepreneuriat. Il crée plusieurs sociétés et devient manager de l'année avec la chaîne Medi-Market. En 2021, il reprend une dose du virus de la politique et devient mordu en étant élu président des engagés en 2025. Peut-être parce qu'il ne supporte pas de ne pas être le premier dans tout ce qu'il entreprend. C'est ce que nous allons voir, puisqu'Yvan Verhofstadt est l'invité d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Yvan Verhofstadt. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à travers le miroir pendant Avec plaisir. Une demi-heure. On va apprendre à vous connaître, à voir qui se cache derrière l'entrepreneur, le président de parti, le député européen aussi, enfin beaucoup de choses. Tout ça. Il y a une règle dans cette émission, on ne peut se regarder et se parler qu'à travers le miroir. Je voudrais savoir déjà... C'est bizarre, hein? C'est bizarre? Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est ça? C'est pas grave. C'est quoi? Ça fait quoi comme sensation? C'est bizarre de ne pas se regarder les yeux dans les yeux en direct, quoi, mais via le miroir. Mais c'est pas grave, on va le faire. Hein. Et puis avec une présence derrière, là, on a Jiminy Cricket qui saute. On y va, allons-y. Est-ce que je suis alors le bon ou le mauvais génie d'après le bon, vous? j'espère. Hein, le bon, j'espère. Hein. On va voir ça. On va voir ça. Le miroir, est-ce que c'est un objet justement que vous évitez plutôt ou alors que vous aimez bien? Je dirais que ni chaud ni froid. C'est pas que je l'évite, mais c'est pas que je l'aime bien non plus. Mais voilà, c'est nécessaire. Si on passe pas par le miroir le matin, on a quand même vraiment une tête de cake. Donc on est obligé de passer par le miroir le matin quand même. Et puis c'est vrai que quand on devient politique, il faut quand même faire un peu plus attention à son image. Si on prend une métaphore par rapport à ça, c'est vrai qu'à un moment donné, on est exposé. Et donc inévitablement, même si je pense qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa, et ce n'est qu'un détail, mais ça fait quand même partie de la réalité. Plus que quand on est chef d'entreprise? Oui, on a plus de latitude comme chef d'entreprise. On est moins jugé sur son physique, je veux dire, ou sur, enfin, tout le monde s'en fout complètement de savoir s'il passe bien à la caméra ou pas quand on est chef d'entreprise. Ça pose pas de question, ça. Est-ce que vos vêtements aussi, vous avez du coup changé votre garde-robe en redevenant politique, parce qu'on va voir que c'est... Pas vraiment. Alors, en fait, ceci dit, je m'habille vraiment assez différemment selon les jours. Hein, donc, j'essaie quand même de pouvoir tendre à être un peu plus cool. Et puis sinon, l'avantage, c'est que j'ai que deux couleurs. Donc, j'ai que du blanc ou du bleu marine. Comme ça, je me pose pas trop de questions et on gagne du temps. Pour s'habiller le matin, c'est toujours un peu dans la même gamme, c'est ou bien chemise bleue ou bien chemise blanche, ou bien pull bleu, ou bien voilà, et donc c'est assez simple en fait. Donc vous êtes on gagne du temps. Ouais, c'est ça, gagner du temps, c'est quelque chose... Ce qu'il y a, c'est que l'avantage quand on fait tout le temps la même chose sur ça, c'est que vraiment on ne doit pas se poser la question, on a déjà tellement de questions le matin, moi je regarde plutôt mes WhatsApp en me disant mais quelle est l'emmerde que j'ai eue cette nuit, plutôt que de me dire tiens, est-ce que je vais m'habiller comme ci ou comme ça. Non, l'avantage c'est que voilà, ça c'est l'avantage peut-être aussi d'être un homme et de pouvoir tout le temps plus ou moins s'habiller de la même manière. Donc j'ai 2 types d'habits ou 3 types d'habits et puis je mets tout le temps les mêmes choses. Mais ça veut dire, quand vous dites gagner du temps, ça veut dire que sur la journée, chez vous, tout est minuté et il ne faut pas en perdre du temps? Non, vraiment, tout est minuté. Tout est minuté. Alors la seule chose, c'est qu'on peut en perdre, et c'est précieux d'en perdre, mais alors avec ceux qui nous sont chers. Est-ce que c'est vraiment en perdre alors dans ces cas-là? Et du coup, c'est pas en perdre, c'est en gagner. Mais sinon, pour le reste, non, on a vraiment... Enfin, c'est un des problèmes de la vie politique, c'est que vraiment, le rythme est incroyable, quoi. Ça commence à 6h30 et ça termine rarement avant 22h tous les jours. Donc oui, chaque seconde compte, vraiment. La première chose que vous faites le matin, c'est regarder vos WhatsApp avec une boule au ventre? Boule au ventre, enfin oui, c'est la première chose que je fais. Tous les matins, il y a quelque chose qui s'est passé pendant la nuit. Et donc, le matin à 6h30, la première chose que je fais, en effet, avant d'aller me prendre ma douche ou quoi que ce soit, c'est de regarder s'il y a vraiment une énorme urgence. Ou bien comment va être un petit peu le ton de la journée, ou quel bordel qui va arriver dans la journée, qu'est-ce qui va être chamboulé, et qu'est-ce qu'on va devoir gérer. Bon, je ne vous demanderai pas ce que c'était celle de ce matin, mais même si... Ouais, ce matin, il y avait quand même 2-3 articles sur les engagés qu'il fallait gérer, et 1 ou 2 sorties sur laquelle il fallait réagir. Donc il a fallu tweeter ce matin, et donc on a commencé à réfléchir à quel serait le ton du tweet. D'accord, donc déjà la stratégie dès le matin, on reviendra sur votre stratégie et sur vos plans, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans votre vie.
On va plutôt partir sur votre enfance d'abord. Votre maman est psychologue, psychiatre, Ouais, psychologue. en fait, à la base, elle est prof. À la base, elle est prof, et puis elle a enseigné pendant toute une série d'années, et puis elle est devenue psychologue. Et puis maintenant, non, elle n'est pas psychiatre, elle est psychologue, et elle a fait la psychanalyse, mais elle est psychologue. Et votre papa est ingénieur. Il est ingénieur, il travaille chez IBM, c'est un des premiers hommes à avoir travaillé part-time, parce que ma maman travaillait beaucoup, donc elle partait souvent à l'étranger justement pour faire des séminaires. Et donc mon père a décidé de travailler part-time pour s'occuper de ces trois gamins, ces C'était trois assez garçons. moderne. C'était assez moderne, assez cool. En plus, mon père, comment je le décrirais? C'est vraiment un philosophe. Donc il est ingénieur civil, il travaille chez IBM, mais c'est d'abord et avant tout, je pense, un philosophe, un sage. Et donc avec trois gamins qui tapaient plutôt fort, et lui toujours très... On va réfléchir, on va se parler. Je me souviens une fois, il m'a convoqué dans son bureau pour me dire, Yvan, tes points sont quand même fort en baisse, qu'est-ce que tu mettrais comme plan d'action? C'était pas l'engueulade, quoi. C'était convoqué dans son bureau, c'était waouh, ça n'arrive jamais, jamais un mot au-dessus de l'autre, mais avec un objectif très clair. Et, en fait, je pense que nos parents nous ont responsabilisés. Les trois garçons, on pouvait faire des conneries, mais il y avait des limites, il y avait des règles, et on devait juste respecter les règles. Et pour le reste, on était assez libre, en fait. Ça n'a plutôt pas trop mal marché, en tout cas pour mes deux frères. Moi, je ne suis pas disposé à en parler. Alors vous êtes celui du milieu. C'est souvent Exactement. une position compliquée, celle du milieu. Compliqué ou pas, je pense que chacun a toujours l'impression que sa position sur certains aspects est la plus compliquée, sur d'autres la meilleure. Celui du milieu, il doit pas casser les barrières. Donc ça, c'est un avantage. C'est pas non plus le petit chouchou, mais pas non plus le petit dernier. Non, je crois que celui du milieu, c'est vrai qu'il doit faire sa place. Oui. Mais bon, ça va avec mon caractère. Et je pense que dans une fratrie, ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque enfant, dans chaque fratrie, je vois aussi dans mes enfants, chaque enfant se positionne aussi dans un univers familial qui est celui qu'il est. Et donc, en fonction de qui on a comme frère, comme sœur, comme parent, chacun trouve un peu un rôle. Et puis, on essaie de se mettre un peu en opposition ou en différenciation pour exister par soi-même. Et puis, quand le chemin avance, on se rend compte qu'en fin de compte, on n'est pas si différent et que c'est cool, en fait, d'avoir aussi des points communs. Et voilà, une fois qu'on a plein de cheveux blancs, on regarde les choses un peu différemment. Mais quand on est jeune, on veut être un peu différent et on veut exister par soi-même. Et donc, chacun doit trouver sa place. C'est pas toujours simple. Et du coup, on est un peu casse-cou et on répond aussi aux bêtises potentielles ou aux défis qu'on vous lance. Si je vous parle de déchets verts et du chant d'oiseaux, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah ouais, donc en fait, on était plutôt une bande de potes et on avait chaque fois des défis qu'on se lançait les uns les autres. Et puis, bon, moi, j'étais plutôt le plus petit là, ça s'appelait les 4 As, là, avec des voisins. On faisait le tour des jardins d'ailleurs. Et puis un jour ou l'autre, il y avait un fumier, en fait, chez les franciscains qui étaient voisins de chez nous. Et puis à un moment donné, il fallait sauter au-dessus. J'ai dit, ouais, chiche, moi je saute au-dessus. Mais j'ai sauté un peu trop court. Je suis atterri vraiment au milieu du fumier. Je crois que j'en avais jusqu'à la taille, bien dans la, comment on dit. Oui, c'était... Ouais, ça fait partie. Mais ça fait partie des expériences de la vie. Il faut tester ses limites, puis parfois on tombe, et qui fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit. Hein, donc, L'échec, ça fait partie quand même des choses que vous acceptez? Ouais, honnêtement, ouais. En fait, parce que je ne les vis pas comme un échec. Enfin, c'est souvent quelque chose qui me... je déteste perdre. Je déteste perdre. Il paraît que vous êtes assez mauvais perdant. Il m'est arrivé quelques fois de balancer le Monopoly. Oui, ça, c'est si on parle de ma jeunesse. Mais bon, évidemment, avec l'âge, on devient beaucoup plus sage. Mais bien sûr. Non, je suis un peu mauvais perdant. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je perds, je recommence, quoi. Je suis capable de recommencer 20 fois la même chose jusqu'à ce que j'ai une chance de gagner. Je veux dire, et puis je m'adapte et Donc, en fait, j'ai pas peur de la défaite, c'est-à-dire que la défaite ne m'empêche pas d'agir, mais par contre, elle m'oblige à réagir. Donc, c'est un peu cette philosophie, de toute façon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et on apprend toujours de ses erreurs. Oui, vraiment, je crois, et vraiment, je le dis souvent, parce qu'on a l'impression, quand ça s'est plutôt bien passé, que tout s'est toujours bien passé, mais honnêtement, réussir, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois, c'est pas une blague, enfin, c'est la vérité. Et c'est pas grave de tomber. Enfin, si ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je veux dire, personne ne peut dire qu'il n'est pas touché à certains moments par des échecs, par des moments où on a l'impression que tout va s'arrêter. Même quand je voyais parfois mes enfants, des chagrins d'amour, on se reporte
l'impression que la vie va s'arrêter. Ben non, en fait, elle ne va pas s'arrêter. Il faut continuer, il faut se relever, il faut y aller, quoi, je veux dire. Et c'est comme ça pour tout, c'est comme ça pour le business, c'est comme ça en politique, c'est comme ça dans tout. Vous avez eu beaucoup de chagrin d'amour dans votre vie. Il paraît qu'en tout cas à l'adolescence, il y avait quand même, et même après, à l'université, beaucoup de jeunes femmes autour de vous. Non, enfin, moi je suis mon fils dit modeste là. Non, mon fils dit qu'il est un amoureux de l'amour. Mm-hmm. Moi, oui, j'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires. Donc, c'est pas tellement le nombre. Moi, j'ai vraiment eu de la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, que ce soit plus jeunes, vraiment des personnes qui m'ont permis de grandir. Enfin, voilà, je pense à une ou deux filles en particulier, vraiment, qui m'ont appris énormément de choses. Et puis, j'ai la chance de rencontrer ma femme très jeune aussi, alors qui est toujours ma femme aujourd'hui et qui est vraiment mon rock, quoi. Enfin, qui est la personne mes enfants sont aussi évidemment super importants, mais qui est vraiment super importante pour moi parce que, d'abord, elle n'en a rien à foutre de la politique, elle n'en a rien à foutre de la réussite, elle n'en a rien à foutre de tout ça. Elle m'aide à rester ancré dans ce qui compte vraiment et ce qui restera vraiment. Et ce qui restera vraiment, c'est pas est-ce que le Bill il a été manager de l'année, est-ce qu'il a été président de parti. Non, ce qui restera vraiment, c'est est-ce qu'il a pu transmettre des valeurs à certaines personnes qui lui sont chères. Et donc ça, voilà, j'ai la chance d'avoir rencontré ma femme quand j'avais 18 ans, donc voilà, depuis lors, le nombre est très limité. À 18 ans, vous devenez aussi conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre, le plus jeune. Pourquoi vous vous engagez en politique à 18 ans, à l'époque où on rêve plutôt d'autre chose, de faire la fête, de partir à l'étranger? Ouais, parce que je suis passionné. En fait, à 14 ans, je pars faire un tour du monde, qu'est-ce que je raconte? Un tour de France en stop avec un pote. À 14 ans? À 14 ans, parce que je vous dis, mes parents étaient plutôt cool. Ouais. Ils me disent, ok, ben, si tu veux partir, pas beaucoup de pognon, mais j'avais envie, je connaissais des gens via des camps, etc., un peu partout en France. Et donc, on avait fait un itinéraire, on allait d'ami en ami dans des villes en France, et on a tout fait en stop avec un ami. Et il y avait plein de discussions politiques dans les voitures avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et moi, j'ai pris goût à l'argumentation politique. J'ai toujours aimé l'argumentation, j'ai toujours aimé le débat, j'ai toujours aimé réfléchir. Et donc, ça m'a vraiment énormément parlé. Et donc, après, quand je suis revenu de ce tour de France en stop, je me suis dit, tiens, je m'engagerais bien en politique. Puis j'ai rencontré Benoît Sorex, puis on est devenus potes. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis engagé un peu en politique et ça me passionnait. Donc, puis je me suis un peu mis sur les listes par hasard. Hein, mais quand on a 18 ans, on a un bon produit marketing. Je me rappelle, j'avais tous mes potes qui allaient voir les petites vieilles et les personnes âgées. Ils disaient, ouais, on a un jeune ici, il est motivé et tout. Et je leur dis, oh ouais, on va le soutenir, ce jeune qui veut faire quelque chose. Et j'ai eu énormément de votes, en fait. Vraiment, j'ai fait un score, jamais, mais pas moi. Simplement l'image que je représentais, c'était la politique a besoin de jeunes, un jeune a besoin de vous. Ça, c'était mon tract. Et on distribuait ce tract, c'est encore un tract en noir et blanc, photocopié et découpé au ciseau ou à peu près, enfin donc quand même à la rogneuse, et on distribuait ça partout. Et j'avais plein de potes, donc j'avais plein d'amis qui étaient prêts à distribuer et qui étaient comme moi jeunes, avec la banane, et les personnes plus âgées, ils se disent, bon, c'est cool en fait, un gars qui a envie de s'engager. Le petit-fils idéal ou le gendre idéal selon l'âge. Enfin, j'ai pas toujours été idéal non plus. Hein, mais ça, ils ne savent pas. Mais ça, ils ne savent pas. Mais en effet, j'avais quand même, quelques années avant, j'étais les pieds dans le fumier, quoi. Donc, bon, voilà. Après, vous allez en fac de droit à l'UC Louvain. Et là, enfin, l'UCL à l'époque, hein, il paraît que vous étiez assez studieux. Ouais. Vous aimiez beaucoup les fluos. Les stabilos, ouais, j'avais des potes. Mais moi, j'aime bien étudier, en fait. Ça me passionne. J'adore étudier. Enfin, j'adore apprendre. Et puis, j'ai un cerveau qui est fait pour ça. C'est facile en droit. J'ai commencé droit et économie, puis j'ai arrêté éco, j'ai continué le droit. Mais à un moment donné, quand même, quand on étudie la journée, on s'emmerde. Donc, le soir, j'avais des potes qui venaient à la maison et je leur redonnais cours. Moi, ça me permettait de répéter, et eux, ça leur permettait d'étudier en étant passif, donc tout le monde était content. Et alors, j'avais aussi des copains, je les réveillais en disant hey, « tes stabilos boss t'attendent », et voilà. Et puis, depuis lors, j'ai tout le temps des stabilos, et je fais tout le temps, enfin voilà, je tourne tout le temps des stabilos, donc je passe ma vie à faire, voilà, donc j'aime bien les stabilos. Et ça reste, j'ai du mal je disais encore à mon fils hier, j'ai du mal à lire un bouquin, alors pas si c'est un roman, mais si c'est un bouquin un peu, voilà, je lisais sur la fin du libéralisme, par exemple, ça m'aide d'avoir un stabilo en main et de souligner quelques mots dans chaque page, ce qui me permet après de le relire en un dixième ou un vingtième du temps, parce qu'il y a quelques mots et sa manière de structurer, ça me permet de rester actif quand je lis un bouquin.
Est-ce que vous faites toujours des pâtes au ketchup? Et alors c'est un peu gênant parce que maintenant on a lancé, c'est vrai, Prego, il y a un petit temps, j'ai une usine de plats préparés, mais je suis incapable de cuisiner quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça qu'on a mis des capellini. J'avais le capellini, l'avantage c'est que c'est 3 minutes. C'est 3 minutes. Et donc maintenant en plus j'ai un cooker à la maison qui est un robinet dont on sait faire sortir de l'eau bouillante. Donc en 3 minutes top chrono, entre le moment où vous arrivez et le moment où votre assiette est prête, vous pouvez avoir des pâtes. Alors, c'est pas très bon. On rajoute un peu de jambon, un peu de ketchup et du fromage râpé. C'est la honte, je suis d'accord. Et ça devrait pas être pour quelqu'un qui fait des vraies bonnes pâtes chez Prego. Mais quand on est pressé, ça m'arrive encore de temps en temps, je dois l'avouer. Par exemple, quand je reviens d'une course à vélo ou 2 heures avant ma course, si c'est par exemple, il peut être. Enfin, on fait souvent chaque année l'étape du Tour de France avec des amateurs. Et donc, à 5 heures du matin, on se lève. Et moi, je me fais des pâtes à 5h30 du mat'. Pâtes ketchup, je les digère super bien. Et alors, on est parti pour la journée, quoi. Ouais, c'est moche, mais c'est comme ça. Il faut assumer, il faut assumer. Et après, quand vous arrivez, c'est le massepain qui... Et alors, depuis toujours, je suis un vrai fan de massepain. Le problème à la maison, c'est que mes enfants cachent le massepain. Donc, en fait, non, ça devrait être les parents, mais non, c'est mes enfants qui... Chaque année, on a une tradition dans la famille. Ma mère achète un grand Saint-Nicolas en massepain. Et le problème du massepain, c'est qu'on va se couper une petite tranche, puis on fait autre chose, puis on revient, on coupe ça ne va pas se voir, je vais juste couper un petit centimètre des pieds du Saint-Nicolas. Et mes enfants en avaient absolument marre que de fil en aiguille, je mange la moitié du massepain, que du coup, c'est mon plus jeune, Pierre, qui cache le massepain, et on a le droit de le sortir. Il n'y a que lui qui a le droit de le sortir pour faire distribuer à chacun sa part égale et juste du massepain. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Bon, je vous rassure, vous pourrez repartir avec celui-ci. Rien que pour vous ce coup-ci. Ma journée est gagnée. Voilà, vous avez bien fait de venir. Quand vous terminez vos études, vous passez d'abord par une célèbre boîte, McKinsey, où vous vous mettez en consultance. C'est une boîte qui fait partie des Big Five, des boîtes prestigieuses en général, où on se dit qu'après c'est un chemin un peu tout tracé. Mais vous, après quelques années, vous décidez, quand vous devenez senior, vous êtes nommé senior et vous décidez de démissionner. C'est un peu fou comme pari. En fait, je m'étais juré de ne pas me faire emprisonner dans la cage dorée. Donc McKinsey, même plus que les Big Four ou Big Five, c'est vraiment consultant stratégique. On vous raconte du matin au soir que soi-disant vous êtes le meilleur. Enfin, plein de choses. Et c'est vrai qu'on est comme un coq en pâte et qu'on a accès. Enfin, moi, je me rappelle de mon premier projet dans une grande boîte de distribution postale en Belgique, il n'y en avait qu'une à l'époque, et on devait présenter un projet, on allait offrir un PC à tous les Belges, et voilà, et à la fin, nous on a dit non, et on s'est fait engueuler, mais comme jeune de 24 ans, être avec le directeur général d'une entreprise de ce type-là, c'est une expérience extraordinaire, donc c'est une chance extraordinaire. Moi j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance par rapport à McKinsey, parce que ça m'a appris énormément de choses. Ils m'ont formé, m'ont envoyé à l'étranger à des formations, c'était génial. Mais en même temps, ça ne me correspond pas comme modèle de société, comme volonté d'optimiser qui était quand même largement pécunier. Moi, je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Et donc, je m'étais juré de partir. Donc, voilà, le jour où j'ai été nommé, et je vais chez le responsable des ressources humaines, je dis voilà, sache que je vais démissionner parce que je me l'étais juré. Il dit mais t'es complètement fou, c'est maintenant que tu vas commencer à en profiter, à avoir un salaire qui augmente, parce que les juniors ils travaillent comme des malades pour un salaire qui est très très correct, mais qui n'est pas non plus mirobolant. C'est quand on monte dans les étages que je dis non, mais moi je me casse et puis on verra bien. Et puis après j'ai cherché un job et j'ai fini par trouver quelque chose, mais j'ai hésité à aller travailler chez Decathlon. Je voulais devenir chef de magasin chez Decathlon. On m'a dit non, tu peux pas, tu as été chez McKinsey, chef de projet, puis tu vas devenir chef. Je dis, moi je m'en fous, moi. Decathlon, je trouve que c'est une super belle boîte. Et puis je suis devenu le patron de Daily Traiteur. Oui, finalement. Et puis ensuite, comme ça ne se passe pas totalement comme vous voulez chez Daily Traiteur, vous vous dites, je monte ma propre boîte et je fais mes propres plats traiteurs. Et Daily Traiteur est devenu un client, tout comme Deleuze, Carrefour. Et d'autres, mais oui, la vie est parfois faite de bifurcations étonnantes. Et vous employez en plus des copains pour aller livrer en camionnette des plats préparés pendant les fêtes. Oui, moi-même. On ne dira pas que c'était au Black, évidemment. Mais non, c'était par service. Non, en plus, c'était même pas au Black, mes potes. Non, c'était pas au Black. C'était gratuit. C'était gratuit, c'est pire. Et moi-même, il m'est arrivé de conduire des camions alors que je ne devais pas forcément, et surtout de renverser la totalité de livraison.
à l'entrée de chez Colruyt. Donc, se retrouver comme un con en première livraison chez Colruyt en train de ramasser les plats mais qui ne ressemblaient plus à rien. Enfin, quand on est entrepreneur, ça semble toujours super sexy. Mais la réalité, c'est de vivre des bonnes grosses galères, quoi. Et puis, vous vous dites à un moment donné qu'on va changer de secteur Ouais. et vous créez Medi Market. Alors, je suis d'abord parti faire un tour du monde avec ma femme et mes enfants. Je ne les avais pas beaucoup vus. C'était vraiment quelque chose que je regrettais. Et donc, on a essayé de rattraper. Alors, on ne rattrape jamais le temps, mais on a essayé de vivre du temps qualitatif. On est parti faire 6 mois de tour du monde. Et puis après ça, j'ai créé Medi Market. Et comment vous avez eu cette idée de Medi Market? Parce que c'est quand même... Alors, à la base, c'est dans les Cévennes. Mes beaux-parents ont une maison dans les Cévennes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Cévennes. Les Cévennes, c'est... il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est des cailloux, c'est très beau. Ouais. Et montagne. Puis, c'est montagne. Et puis, il y avait un village. Et dans ce village, il y avait une énorme pharmacie. Et moi, je restais tranquille dans la bergerie que mes beaux-parents avaient là-bas. Et puis, ma femme allait toujours avec ses copines et revenait avec 200 balles, 300 balles de médicaments. Je me disais, qu'est-ce que vous foutez, voilà, dans une pharmacie alors qu'on est ici tranquillou au soleil? Puis par curiosité, j'ai quand même fini par aller voir et j'ai vu cette énorme pharmacie avec tous les produits qui étaient moins chers, qui donnaient envie de découvrir, etc. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on arrive à faire ça au milieu de la campagne, enfin des montagnes où il n'y a rien du tout et on n'est pas capable de le faire en Belgique. Alors on a testé, pour l'anecdote, on comptait le nombre de clients, c'était devenu un jeu, on comptait le nombre de clients et on essayait de faire une petite étude de marché jusqu'au jour où on s'est rendu compte que sur le ticket, il y a le numéro de client début de journée et fin de journée. Et donc plutôt que de passer 3 heures sur le parking de ce truc qui ressemble à un Aldi, à demander à gens, ouais, combien de clients, machin truc, à compter, en fait, il suffisait de venir une fois le matin faire un achat, une fois le soir, on avait le nombre de clients sur la journée, il suffisait d'avoir le panier moyen, on avait une idée du chiffre d'affaires, on s'est dit, waouh, ce truc faisait plus de 10 millions de chiffre d'affaires. On s'est dit, mais c'est pas possible ça. Et donc, je me suis dit, je vais faire pareil. Et puis, on m'a dit que c'était pas possible. Et puis, pour finir, ça l'a été. Ouais. Et ça l'a tellement été, ça l'a tellement fait que vous êtes devenu manager de l'année. Je vous propose de regarder cette petite archive que j'ai dégoûtée. Lendemain de veille pour notre manager de l'année. Mais pas le temps de se reposer, Yvan Verhoekstraat enchaîne les réunions. Le business continue avec même encore plein d'autres choses à faire en plus parce que c'est non seulement le business de tous les jours, mais aussi partager un petit peu et faire quelque chose de cette confiance qui m'a été accordée. À 44 ans, Yvan Verhoekstraat est un chef d'entreprise comblé. Créé il y a 5 ans, Medi Market brasse actuellement un chiffre d'affaires de 139 millions d'euros et emploie 650 personnes. L'entrepôt central de Nivelles est désormais trop petit. Aujourd'hui, il y a 42 parapharmacies, une vingtaine de pharmacies ouvertes et une dizaine qui sont en cours de déplacement. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, non, c'est le début de l'aventure encore. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Qu'est-ce que ça vous a fait aussi de devenir manager de l'année, vous qui aimez la compétition, qui aimez toujours être le premier et qui n'aimez pas perdre? Ça a été une chance en fait. Honnêtement, ça a été une chance pour l'entreprise, pour la capacité et la crédibilité, la capacité de traverser après le Covid, qui n'a pas forcément été une période facile, surtout au début, où on a dû fermer au début, puis après la deuxième vague, on a pu rester ouvert. Ça a été une chance pour accélérer encore l'expansion, puis c'était une découverte pour moi d'avoir la possibilité de partager en fait. Et je pense que ça fait quand même partie de moi. Il y a une partie de moi, je voudrais devenir prof ou enseigner ou créer une école. Enfin, voilà, dans ma prochaine vie, c'est un truc de ce genre-là, je pense. J'ai envie de partager ce que j'apprends, ce que j'ai appris et ce que j'ai envie de transmettre et une énergie positive que j'ai envie de donner. Voilà. Et donc être manager de l'année, c'est ça aussi, c'est que depuis lors, j'ai plein de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui viennent me demander des conseils, avec qui j'ai l'occasion de partager. Et quand on est manager de l'année, on fait le tour de toutes les popotes et on partage les choses qui sont importantes pour nous. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire en politique, c'est de partager le modèle de société que j'ai envie de construire, ce en quoi je crois. Enfin voilà, je crois que ça a été une chance énorme en fait. Justement, la politique, pendant cette période-là, vous la mettez un peu entre parenthèses, mais pas totalement non plus, puisque en 2011, vous faites un petit coup quand même. Je vais vous montrer une petite photo qui va vous rappeler peut-être un souvenir. Ah, donc on avait fait pas mal de choses pour Bruxelles. Hein. C'était vraiment, on voulait, j'étais très bruxellois. Et on voulait vraiment essayer d'abord on plaidait encore Bruxelles-Iris, c'était Bruxelles-Iris et on voulait étendre, on était dans ceux qui se battaient encore. Alors j'en reviens un peu, je crois que ça n'arrivera jamais d'étendre la région, même si je suis presque convaincu qu'intellectuellement c'est ce qu'on devrait faire.
Maintenant, la réalité est ce qu'elle est. Mais on s'est battu. On a aussi fait même le Gordel avec un t-shirt bruxellois sur les épaules, juste pour un petit peu provoquer. Vous auriez dû aller chez Défi au final. Défi avait des accents qui étaient intéressants. Après, Défi était très communauté française aussi. Hein, donc, il faut faire... Moi, j'étais très bruxellois à l'époque. Je le suis encore vraiment au fond de moi. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose sur Bruxelles. Maintenant, l'illusion et l'espoir d'étendre Bruxelles, je crois qu'il faut hélas accepter que ça n'arrivera pas. Et donc, il faut réfléchir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette ville au profit non seulement de ses habitants, mais aussi de tout ce qu'elle peut apporter à l'ensemble du pays. C'est un vrai challenge. Donc voilà, c'était un peu la base. Donc c'est vrai que j'ai jamais tout à fait arrêté de faire de la politique. Ça faisait vraiment partie. Donc on distribuait des drapeaux, on avait fait un mémorandum, on avait fait le Gordel, on défendait vraiment. Plein de contre le terme. On a aussi, j'ai aussi ça a été heureusement passé un peu sous silence, mais c'est vrai qu'à l'époque on a porté plainte contre Yves Le Terme qui avait dit, c'était quoi? C'était de Franstalige zijn intellectueel niet bekwaam om Nederlands te spreken. En dat vind ik gewoon niet mogelijk. En fait, pour moi c'était du racisme, même si c'était peut-être du second degré, dire les francophones étaient incapables intellectuellement, hein, c'est ça qui disait, niet intellectueel bekwaam. C'était pour moi pas imaginable d'accepter ce genre de choses-là. Donc on avait porté plainte. Qu'est-ce qui vous fait revenir en politique? D'abord, je pense que la vie est faite d'étapes. Et donc moi, j'avais le sentiment d'avoir fait mon étape comme gestionnaire d'une entreprise. Alors il y a encore plein d'autres choses qui me passionneraient, que j'aurais envie de faire, mais je crois que cette étape-là, elle est faite. Et donc j'avais envie de faire autre chose. Et puis en prenant un peu de recul, j'ai étudié pendant quelques mois après MediMarket. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des challenges énormes face auxquels on était et que je ne pouvais pas, avec la chance que j'avais eue, parce qu'en fait c'est aussi une question de chance, hein, je veux dire c'est être au bon endroit au bon moment, mais voilà, les choses doivent s'aligner. Ne pas partager un tout petit peu et ne pas aussi m'investir moi à titre personnel dans ce monde-là. Et donc je voulais, en fait au départ, je voulais créer une ASBL pour faire pression sur les politiques pour qu'ils prennent les décisions nécessaires mais difficiles. Et puis mon frère m'a dit, écoute, si tu crois que tu es tellement plus malin, tu n'as qu'à le faire toi-même. Bon, il n'avait pas tout à fait tort, c'est compliqué de faire mieux. Il vous a encore poussé en fait. Il m'a encore poussé, il m'a dit, chiche. Ouais, je me rappelle très bien, on buvait des bières, il m'a dit, si tu penses vraiment que tu peux faire mieux, tu n'as qu'à le faire. Je dis, ok. Et c'est un peu ça ma vie, hein, chiche, parce que la première fois que j'ai fait ma boîte, c'était aussi le patron, le propriétaire de Louis Deleuze qui m'a dit, chiche. Et je rendais les clés de ma bagnole le lendemain et voilà. Mais ouais, chiche, je me suis lancé en politique en ne sachant pas très bien ce que ça donnerait. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là où on en est, avec toujours la conviction que, enfin voilà, on a vraiment devant nous des challenges qui sont énormes, qui dépassent largement un parti contre un autre, qui sont des challenges sociétaux, en fait, de modèles de société. Comme je dis, je crois qu'il y a des gens, même très bien, je crois qu'on devrait dépasser les clivages, parce que les clivages de hier, d'ailleurs, ne seront pas ceux de demain. Quel est le monde qu'on veut créer, quoi, et qu'on veut léguer à nos enfants. Moi, franchement, c'est fait. Enfin, je veux dire, je n'ai pas trop de crainte pour moi. J'ai vraiment une vraie crainte. Ouais, j'ai une vraie crainte pour mes enfants, D'où le côté un peu plus aussi environnemental dans vos idées, entre autres, prendre en compte ça. Entre autres, je pense qu'il y a l'environnement qui joue vraiment un aspect dans ce. Voilà, la dette environnementale qu'on lègue à nos enfants, elle est énorme. Mais aussi la dette démocratique qu'on est en train de créer, enfin le clash démocratique. Et si on perd l'espoir d'être en capacité d'avoir une société qui progresse, en fait, une société de progrès, ce n'est pas une société de progrès technologique. On a du progrès technologique, on en a énormément, on n'en a jamais eu autant. Mais on n'arrive plus ces dernières années, et je pense parce que le modèle est quelque part pourri, on n'arrive plus à transformer ce progrès technologique en progrès humain, de bien-être, de bien vivre, et pour moi, c'est ça le challenge. C'est comment est-ce que... moi, je crois que le marché est un outil extraordinaire, super puissant, mais aussi débile que puissant. C'est-à-dire qu'il n'a aucune conscience, Et donc, si on laisse le marché tout seul, il est très puissant, mais il amène n'importe où. Et donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on va réussir demain à twister, à chipoter un peu à ce marché pour que cette énergie potentielle des gens soit transformée en bien-être. Et pas seulement en bien-être matériel, mais vraiment en bien-être humain, quoi.
Dans une interview, vous aviez dit que vous ne resteriez pas plus de 10 ans en politique. Après cette période, si je vous dis chiche, vous devenez patron du RSCA, ça vous tente ? Ah, si oui, je peux devenir patron du RSCA, je le fais. Ça, je le fais. Je peux pas, après avoir rêvé d'être footballeur professionnel, et puis surtout dans l'état dans lequel le club est. Je dis toujours à mon fils, le problème, je suis dégoûté par Anderlecht. Encore hier soir, la défaite qu'on s'est tapée hier, parce que je regarde ça avec mon dernier, ça m'énerve. On se dit, on va avoir une meilleure soirée, une super soirée, on se met devant Anderlecht, on regarde Anderlecht, on commande et tout. Putain, ils font n'importe quoi, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus rien. Mais je dis, on n'a pas le droit de changer. Parce qu'évidemment, on serait tentant, on dit, bruxellois, je deviens un peu supporter de l'Union. Non, je dis, le seul moment où on a le droit de changer de club qu'on supporte, c'est le lendemain de la fête pour le titre de champion. Donc si Anderlecht devient champion, le lendemain, on a une fenêtre. Le lendemain, et avec mon fils, on est d'accord, on s'est juré, le lendemain, on peut changer. Mais les autres jours, on ne peut pas changer. Et le problème, c'est que c'est rare qu'on change le lendemain du titre. On veut toujours changer quand on perd. Non, quand on perd, on ne peut pas changer, on doit rester supporter d'Anderlecht. Bon, je crains de traverser un désert aussi long et difficile que celui du Standard, mais c'est pas grave, on le fera avec cœur. Vous allez rester longtemps encore supporter d'Anderlecht donc et vous souvenir de l'époque de cet album Panini. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Mais bon, voilà, il faut garder espoir. Un supporter garde espoir. Comme vous êtes un bon coach, paraît-il, peut-être que c'est une autre reconversion possible. Je sais pas, celui qu'on a vraiment loupé, c'est Vincent Kompany. Moi, j'ai énormément d'admiration pour Vincent. Et j'aurais adoré qu'il puisse rester. Je pense qu'on aurait dû le garder à Anderlecht quand il a eu la gentillesse, mais quelque part c'est un peu ça, la volonté politique, parce que je pense que c'est un projet aussi politique pour lui d'aider son pays. Donc voilà, je pense qu'on a loupé le coche là. Il est nettement meilleur entraîneur que moi. On verra alors dans 10 ans si vous voulez bien. Mais ça je veux bien faire, Enseigner, être au Sporting, c'est deux choses que je signe. En tout cas, je ne serai plus en politique. Je le répète, donc c'était il y a, je ne sais plus si c'est 2 ans et demi ou 3 ans que j'ai dit ça, donc il me reste 7 ans et demi grand maximum. Dans 7 ans et demi grand maximum, je suis parti. Attention, c'est enregistré. C'est enregistré, et je le répéterai dans 2 ans encore, et puis dans 3 ans, etc. Donc ça c'est sûr. Merci beaucoup Yvan Verhofstadt d'avoir passé cette demi-heure ensemble. Avec grand plaisir.